Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle plongée au cœur de la philosophie. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, un géant, j'ai nommé Aristote Essai. Ah, Aristote, un nom qui résonne encore aujourd'hui, plus de 2000 ans après sa mort. Exactement. Et pour cette plongée, vous nous avez envoyé une quantité impressionnante de documents, des extraits d'encyclopédies, des introductions à son œuvre. Le buffet, avoir une vue d'ensemble de sa pensée, de ses idées, de son impact. Rien que ça. Alors, accrochez-vous, parce qu'Aristote, il ne plaisantait pas. Logique, métaphysique, éthique, politique. Il a exploré tous les domaines du savoir. Et même la biologie. Il était fasciné par le monde naturel, par la diversité des espèces. Un vrai touche-à-tout. C'est ça qui est incroyable avec lui. Cette soif de connaissance, cette volonté d'embrasser le monde entier avec sa pensée. Exactement. Il avait une méthode, une rigueur incroyable. On sent qu'il voulait construire un système complet, cohérent, capable d'expliquer tout. Et le plus intéressant, c'est qu'il a été l'élève de Platon, un autre géant de la philosophie. Ah oui, leur relation est passionnante. Imaginez les discussions, les débats enflammés à l'académie. Platon, le maître, avec sa théorie des formes, ses idées éternelles. Et Aristote, le jeune disciple brillant qui commence à douter, à développer ses propres idées. Un peu comme le bon élève qui finit par surpasser le maître. C'est une image, oui. Mais attention, Aristote avait une immense admiration pour Platon. Il reconnaissait sa dette envers lui. Bien sûr. Mais il n'a pas hésité à le critiquer, à remettre en question certaines de ses idées, et c'est ce qui a fait avancer la philosophie. Absolument. C'est pas le débat, la confrontation des idées que la pensée progresse. Alors, avant de plonger dans ces débats philosophiques, je pense qu'il serait utile de présenter un peu Aristote à nos auditeurs. Qui était-il hors Élès? D'où venait-il Élès? Aristote est né en 384 avant Gicée à Stagir, une petite ville de Macédoine. Son père était médecin, ce qui a sans doute influencé son intérêt pour l'observation, pour les sciences naturelles. Donc, dès son plus jeune âge, il baigne dans un environnement scientifique. Tout à fait. Et à 17 ans, il part pour Athènes et intègre l'Académie de Platon. Il y restera 20 ans à apprendre, à débattre, à affiner sa pensée. 20 ans, c'est énorme. On imagine l'effervescence intellectuelle de l'Académie. C'était un lieu unique, un creuset d'idées. Les meilleurs esprits de l'époque s'y retrouvaient pour discuter de philosophie, de mathématiques, de politique. Et Aristote était au cœur de cette effervescence. Il a dû beaucoup apprendre pendant ces années-là. Énormément. C'est là qu'il a acquis sa rigueur intellectuelle, sa méthode, sa passion pour le savoir. Mais alors, pourquoi a-t-il fini par s'éloigner de Platon? Qu'est-ce qui les a séparés? C'est une question complexe aux multiples réponses. Disons qu'Aristote était plus pragmatique, plus ancré dans le monde réel que Platon. Il mettait l'accent sur l'observation, l'expérience, la classification. Ce qui le distingue de Platon, qui était plus attiré par le monde des idées. Exactement. Pour Platon, la véritable réalité se trouve dans le monde des formes, ses idées éternelles et immuables. Le monde matériel, lui, n'est qu'une pâle copie. Alors que pour Aristote, la réalité est ici et maintenant, dans le monde concret. Tout à fait. Pour lui, la forme et la matière sont indissociables. La forme existe dans la matière, elle lui donne sa structure, sa fonction. Il n'y a pas de séparation entre les deux. D'accord. Donc pas de monde des idées séparées. Pour Aristote, tout se joue ici, dans le monde matériel. C'est ça. Et cette différence fondamentale va avoir un impact énorme sur toute sa philosophie, sur sa vision de la connaissance, de la nature, de l'homme. On voit déjà qu'Aristote n'est pas un simple disciple qui répète les leçons de son maître. Il a sa propre vision du monde, ses propres idées. Et il n'hésite pas à les défendre ça. Il a un esprit critique, indépendant. Après la mort de Platon, il fonde sa propre école, le lycée. Le lycée. Vous voyez, là, c'était un peu l'équivalent de l'université à l'époque. Oui, on peut dire ça. C'est un lieu d'enseignement, de recherche, de débat. Aristote y enseignait la philosophie, bien sûr, mais aussi les sciences naturelles, la rhétorique, la politique. On dirait qu'il s'intéressait à tout. Un vrai esprit universel. Absolument. Et il avait une méthode de travail très systématique. Il partait toujours de l'observation attentive du monde réel, il collectait des données, les classait, les analysait. Un peu comme un scientifique, en somme. Oui, c'est une bonne comparaison. D'ailleurs, Aristote est considéré comme l'un des pères fondateurs de nombreuses disciplines scientifiques, comme la biologie ou la zoologie. Ses observations sur les animaux, par exemple, sont d'une précision étonnante pour l'époque. Oui, il a passé des années à observer, à disséquer, à classer les espèces. Il était fasciné par le monde vivant. Et au niveau des écrits, qu'est-ce qu'il nous a laissé? Aristote a été un auteur extrêmement prolifique. On estime qu'il a écrit plus de 200 traités, mais seulement une trentaine nous sont parvenus.
Ah oui, quand même. Et parmi ces traités, lesquels sont les plus importants? Il y a l'Organon qui traite de la logique, la physique, la métaphysique, l'Éthica Nicomaque, la politique. Que des titres qui donnent envie. Oui, Aristote, ce n'est pas de la philosophie de comptoir. Il faut s'accrocher pour le lire, mais ça vaut vraiment le coup. Alors, pour nos auditeurs qui découvrent Aristote, par où on commence? Quel est le fil conducteur de sa pensée? Je propose qu'on commence par ce qui a vraiment révolutionné la philosophie, la logique. Aristote est considéré comme le père de la logique formelle. Il a développé un système de raisonnement rigoureux basé sur le syllogisme. Le syllogisme, ça me dit quelque chose, mais pouvez-vous nous rappeler ce que c'est? Bien sûr. Un syllogisme, c'est un raisonnement qui part de deux propositions, appelées prémices, pour en déduire une troisième proposition, appelée conclusion. Vous pouvez nous donner un exemple? Le plus célèbre, c'est celui-ci. Tous les hommes sont mortels. Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Ah oui, je vois. On part de deux affirmations générales pour arriver à une conclusion particulière. Exactement. Et la force du syllogisme, c'est que si les prémices sont vraies, alors la conclusion est nécessairement vraie. C'est un outil de raisonnement très puissant. Extrêmement puissant. Et l'impact de la logique aristotélicienne ne s'est pas limité à la philosophie. Elle a influencé les mathématiques, la science, le droit. C'est incroyable en même temps. On dirait qu'Aristote a vraiment donné un nouveau cadre à la pensée occidentale. C'est tout à fait ça. Il a fourni des outils conceptuels et méthodologiques qui ont permis de faire progresser le savoir dans de nombreux domaines. Mais Aristote ne s'est pas contenté de la logique purement formelle. Il s'est aussi intéressé à la rhétorique, l'art de persuader par le discours. Ah oui, la rhétorique pour lui, c'était un art essentiel, indispensable à la vie politique, à la vie sociale en général. Parce que pour convaincre, il ne suffit pas d'avoir des arguments logiques. Il faut aussi savoir les présenter de manière efficace. Exactement. Il faut toucher l'auditoire, susciter ses émotions, capter son attention. Et Aristote a analysé avec beaucoup de finesse les techniques de la persuasion. Donc, Aristote, le logicien rigoureux, était aussi un fin rhétoricien. Tout à fait. Et pour lui, la rhétorique n'était pas une simple technique de manipulation. C'était un art noble au service de la vérité et du bien commun. Intéressant cela. Ouais. On voit qu'Aristote était un penseur complet, qui s'intéressait autant à la forme qu'au fond, à la théorie qu'à la pratique. Absolument. Et c'est ce qui rend sa philosophie si riche et si stimulante. On a déjà bien avancé dans la découverte d'Aristote, mais le plus passionnant reste à venir Colanta. On va explorer sa métaphysique, sa vision de la réalité, de l'être, de la substance. Préparez-vous, ça va décoiffer. On va parler de matière, de forme, de potentialité, d'actualité, des cas de cause. Aristote nous offre un véritable festin intellectuel. Alors, sans plus attendre, plongeons dans la métaphysique d'Aristote. Ah ah. C'est parti, ça. Alors la métaphysique, c'est le cœur de la philosophie d'Aristote. On a vu qu'il rejetait la théorie des formes de Platon. Pour lui, la réalité n'est pas dans un monde séparé, mais ici, dans le monde concret. Ouais, ça on l'a bien compris. Mais concrètement, comment ça se traduit? Comment Aristote conçoit-il cette réalité? Eh bien, pour lui, la réalité est composée de substances, des choses individuelles, concrètes, comme un arbre, un animal ou un être humain. Des choses qu'on peut toucher, voir, sentir. Exactement. Et chaque substance est composée de deux éléments indissociables, la matière et la forme. Matière et forme, il faut abstrait, non, reste un peu. Vous pouvez nous expliquer ça plus clairement? Bien sûr. Prenons un exemple simple. Une statue. La matière, c'est le matériau dont elle est faite, disons, du bronze. Ok. Et la forme, c'est ce qui donne à ce bronze une forme particulière, l'apparence d'un homme, d'un animal, etc. La matière, c'est ce qui constitue la substance, tandis que la forme, c'est ce qui lui donne son identité, sa spécificité. Donc pour Aristote, la forme n'existe pas sans la matière, et la matière n'est rien de défini sans la forme, c'est ça. Exactement. Les deux sont indissociables. On ne peut pas concevoir l'un sans l'autre. C'est une vision très concrète, très ancrée dans le monde réel, comme on disait tout à l'heure. Tout à fait. Et cette conception de la substance a des implications profondes sur cette façon de comprendre, le changement. Pour Aristote, le changement, ce n'est pas le passage d'un non-être à l'être, comme le pensaient certains philosophes avant lui. Ah bon? C'est quoi alors Ceph? C'est la transformation d'une substance qui passe d'une forme à une autre. Par exemple, une graine qui devient un arbre. Je vois. La graine a le potentiel de devenir un arbre, mais elle n'est pas encore un arbre. Exactement. C'est ce qu'Aristote appelle la distinction entre la potentialité et l'actualité. Tout changement est un passage de la potentialité à l'actualité. Donc il y a une différence entre ce qu'une chose est en puissance et ce qu'elle est réellement
en actes. C'est ça. Et cette distinction est fondamentale pour comprendre la philosophie d'Aristote. Et comment il explique ce passage de la potentialité à l'actualité? Par sa fameuse théorie des 4 causes. Chaque chose, chaque événement a une cause matérielle, une cause formelle, une cause efficiente et une cause finale. 4 causes. Et développez, s'il vous plaît. Reprenons l'exemple de la statue. La cause matérielle, c'est le bronze. La cause formelle, c'est sa forme, ce qui lui donne l'apparence d'un homme, par exemple. La cause efficiente, c'est le sculpteur, celui qui a donné forme au bronze. Et la cause finale, c'est le but pour lequel la statue a été créée. Ok. Je crois que je comprends. Chaque cause a un rôle différent. Exactement. La cause matérielle, c'est ce dont la chose est faite. La cause formelle, c'est ce qu'elle est. La cause efficiente, c'est ce qu'il a produite. Et la cause finale, c'est son but, sa raison d'être. C'est assez complexe tout ça. C'est un système très complet, très architecturé. Mais une fois qu'on a compris le principe, ça permet d'analyser le monde de manière très précise. Et cette théorie des 4 causes, elle s'applique à tout. Aux objets, aux événements, aux actions humaines, à toutes. C'est un outil puissant pour comprendre pourquoi les choses sont comme elles sont. Fascinant. Mais on s'éloigne un peu de la métaphysique, là? Non, Pas du tout. En fait, la métaphysique d'Aristote est le fondement de toute sa philosophie, sa vision de l'homme, de la morale, de la société. Tout découle de sa conception de la substance, du changement des 4 causes. Ah oui, je vois. Tout est lié. Exactement. Par exemple, pour Aristote, la finalité de l'homme, son but ultime, c'est de réaliser sa nature, rationnelle, de vivre en accord avec la raison. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire, concrètement? Pour Aristote, l'homme est un animal, rationnel. Ce qui le distingue des autres animaux, c'est sa capacité à penser, à raisonner, à faire des choix. Ok. Et le bonheur véritable, ce qu'il appelle l'eudémonia, ne peut être atteint qu'en développant ses facultés intellectuelles, en vivant en accord avec les principes de la raison. Donc le bonheur pour Aristote, ce n'est pas une question de plaisir, de satisfaction immédiate. Non, c'est plutôt une question d'épanouissement personnel, de réalisation de son potentiel en tant qu'être rationnel. Intéressant. Et comment on fait pour atteindre ce bonheur, cette eudémonia? En cultivant les vertus. Les vertus, ce sont des dispositions à agir de manière juste, raisonnable, équilibrée. Et quelles sont ces vertus, selon Aristote? Il y en a beaucoup, le courage, la justice, la tempérance, la prudence, la générosité. Et chaque vertu est un juste milieu entre 2 extrêmes. Ah oui, l'idée du juste milieu, on la retrouve chez beaucoup de philosophes grecs. Exactement. Pour Aristote, l'excès est toujours néfaste. La vertu, c'est l'équilibre, la mesure en toute chose. C'est une philosophie qui incite à la modération, à la sagesse. Oui, on peut dire ça. Et cette recherche de l'équilibre, de l'harmonie, on la retrouve aussi dans sa conception de la politique. Ah, la politique. Un sujet qui est haut laissé, qui n'a pas pris une ride. Quelle était la vision d'Aristote sur la politique? Pour lui, l'homme est un animal politique, c'est-à-dire qu'il est naturellement destiné à vivre en société. Oui, ça, on est d'accord. Et la politique, c'est l'art de bien gouverner la cité, de créer les conditions d'une vie bonne et heureuse pour tous les citoyens. Et quelle est la meilleure forme de gouvernement, selon lui? Aristote n'est pas dogmatique. Il n'y a pas de solution unique, valable en tout temps et en tout lieu. Il analyse les différentes formes de gouvernement, leurs avantages et leurs inconvénients. Il est pragmatique, comme on disait tout à l'heure. Exactement. Il cherche la meilleure solution en fonction du contexte, des circonstances. Et il met en garde contre les dérives de chaque système. Par exemple? La monarchie peut dégénérer en tyrannie, l'aristocratie en oligarchie, et la démocratie Oui. ponderisso en démagogie. Ah oui, quand le peuple se laisse manipuler par des beaux parleurs. C'est ça. Pour Aristote, le danger de la démocratie, c'est que la majorité puisse opprimer la minorité, ou que les dirigeants flattent les passions du peuple pour se maintenir au pouvoir. C'est toujours d'actualité, malheureusement. Et hélas, oui. Mais revenons à Aristote, on voit qu'il était un penseur très complet, très profond. Ou en influence sur la pensée occidentale est immense. Ah oui, ça c'est sûr, on l'étudie encore aujourd'hui dans les universités du monde entier. Et pour causer, sa philosophie échevelée, d'une richesse incroyable. Il a abordé tous les grands sujets qui préoccupent l'homme. Et ses analyses sont toujours pertinentes, stimulantes. C'est vrai. Même si certaines de ces idées peuvent nous paraître un peu datées aujourd'hui, il reste un maître à penser. Absolument. Aristote, c'est Chalamet, une source d'inspiration inépuisable pour tous ceux qui cherchent à comprendre le monde, à mieux vivre à la forêt, à donner un sens à leur existence.
On a beaucoup parlé de la philosophie d'Aristote, de sa vision du monde, de l'homme, mais il était aussi un grand observateur de la nature. Ah oui, c'est vrai, on en a parlé un peu au début. Il s'intéressait à tout, Aristote. Absolument. Et notamment à la biologie. Il a passé des années à étudier les animaux, les plantes, et il les observait, les classait, les disséquait même parfois. Un vrai scientifique, en somme. Oui, on peut dire ça. Et ses travaux ont eu un impact considérable sur le développement de la biologie. Par exemple, il a été le premier à classer les animaux en fonction de leurs caractéristiques communes. Ah oui, comme les animaux à sang chaud et à sang froid, les vertébrés et les invertébrés. Exactement, bien sûr. La science a beaucoup évolué depuis, mais Aristote a posé les bases de la classification zoologique. Et il ne s'est pas contenté de classer les animaux, il s'est aussi intéressé à leur fonctionnement. À leur anatomie, leur physiologie. Oui, tout à fait. Il a étudié la reproduction, le développement embryonnaire, la nutrition. Il était fasciné par la complexité du vivant. Et il a même fait des recherches en biologie marine, c'est assez étonnant pour l'époque. Oui, il a étudié les poissons, les crustacés, les mollusques. Et il a même disséqué des poulpes. Des poulpes. C'est original, hein. Il était fasciné par leur intelligence, leur capacité à changer de couleur, à se camoufler. C'est vrai qu'ils sont assez incroyables, les boupesques. Yeah. Mais bon, revenons à Aristote. On a parlé de biologie, mais il s'est aussi intéressé à la psychologie, si je me souviens bien. Oui, absolument. Pour lui, l'âme n'est pas une entité séparée du corps, comme le pensait Platon. L'âme, c'est le principe vital qui anime le corps. C'est-à-dire? Eh bien, c'est ce qui lui donne vie, mouvement, sensibilité. L'âme est indissociable du corps. Elle le gouverne dans toutes ses fonctions. Donc pour Aristote, pas d'âme immortelle qui survit au corps. Non. L'âme est mortelle et disparaît avec le corps, et il distingue différents types d'âmes en fonction des capacités de chaque être vivant. Par exemple, les pets. Les plantes ont une âme végétative qui leur permet de se nourrir, de grandir, de se reproduire. Les animaux ont une âme sensitive qui leur permet de percevoir le monde, de ressentir des émotions, de se déplacer. Et les hommes Oui, les hommes. Les hommes ont une âme rationnelle en plus de l'âme végétative et sensitive. C'est ce qui leur permet de penser, de raisonner, de faire des choix. Donc c'est la raison qui nous distingue des animaux. Exactement. C'est notre capacité à penser, à abstraire, à conceptualiser, qui fait de nous des êtres humains. Fascinant. Et au niveau de l'art, Aristote avait-il des choses à dire? Oui, bien sûr. Il a beaucoup écrit sur la poésie, la tragédie. Pour lui, l'art est une forme d'imitation de la nature. Mais attention, il ne s'agit pas d'une simple copie. Non. Non, l'art doit transcender la réalité. Il doit en exprimer les sens, les vérités universelles. C'est l'idée que l'art nous permet de voir le monde autrement, de saisir des choses qu'on ne voit pas forcément dans la vie de tous les jours. Tout à fait. Et Aristote a développé toute une théorie de la tragédie en analysant les éléments qui font une bonne tragédie. Et quels sont ces éléments? L'intrigue, les personnages, le style et surtout l'effet cathartique. Cathartique, De paix. c'est-à-dire alarmissant. C'est l'effet purgation des émotions que procure la tragédie. En assistant à une tragédie, le spectateur est amené à vivre des émotions intenses. La peur, la pitié. Oui, je vois. Mais ces émotions sont évacuées, purifiées par l'expérience artistique, ce qui procure un sentiment de libération, de satisfaction. L'idée que l'art peut nous aider à gérer nos émotions, en quelque sorte. Exactement. Aristote pensait que la tragédie avait un effet bénéfique sur le public. C'est une vision très thérapeutique, de rare. Oui, on peut dire ça. Bon, on arrive au bout de notre exploration d'Aristote. J'espère que ça vous a plu. Oh oui, énormément. C'est passionnant de découvrir la pensée d'un philosophe aussi, Ah. riche aussi, complexe. Aristote, c'est un monde en soi. Et il nous a laissé un héritage immense. C'est vrai. Ces idées continuent de nous inspirer, de nous faire réfléchir, même après plus de 2000 ans. C'est la marque des grands esprits, n'est-ce pas? Absolument. Alors, un grand merci à vous pour toutes ces explications. Avec plaisir. Et à nos auditeurs, on vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur de la philosophie. D'ici là, n'oubliez pas de penser par vous-même.